Le tcheik millionnaire s'est moqué. Traduis ça et le travail est à toi. Alors la femme de ménage, le parfum du marbre fraîchement ciré, emplissait l'imposant hall de la tour Al-Hayat, l'édifice corporate le plus exclusif de Dubaï. Les sols polis reflétaient des lustres en cristal, et le claquement sec des talons de créateurs résonnait comme un métronome à travers l'espace vaste et froid. Vêtue d'un uniforme délavé et serrant une serpillière, Lina Costa, une immigrante brésilienne de 28 ans, se déplaçait silencieusement entre les colonnes de verre et d'acier. Le soleil du désert brûlait à 44 degrés dehors, mais à l'intérieur, la climatisation bourdonnait dans un contraste glacial, presque indifférente à sa présence. Le regard fixé sur le sol, Lina frottait méthodiquement, ses mouvements précis trahissant une habitude longuement acquise. Ses mains, rougies par les produits chimiques, racontaient l'histoire d'une vie passée à nettoyer les traces des autres. Pourtant, derrière ses yeux couleur noisette, se cachait une profondeur que personne ne soupçonnait dans cet univers de verre et de fortune. Mademoiselle Costa, la voix autoritaire de Monsieur Lefebvre, le responsable du personnel, brisa sa concentration. Le Français, toujours impeccablement habillé, se tenait devant elle, son visage affichant un mélange d'impatience et de curiosité. « Oui, monsieur ?» répondit Lina, s'efforçant de ne pas paraître inquiète. En 6 mois de service dans cette tour, jamais le responsable ne lui avait adressé plus que des ordres brefs. « On m'a dit que vous parlez plusieurs langues, » dit-il, l'examinant comme s'il découvrait un nouvel aspect d'un meuble familier. « Est-ce vrai ?» Lina hésita, surprise par cette soudaine attention. « Oui, monsieur, je parle portugais, espagnol, français et arabe. » Un sourcil levé trahit son scepticisme. « Vraiment? L'arabe aussi ?»« Oui, monsieur, couramment. » Lefebvre consulta sa montre suisse. Le traducteur du cheikh Al-Farid vient de démissionner sans préavis. Il a une réunion importante dans 1 heure et... Il s'interrompit, comme s'il évaluait l'absurdité de ce qu'il allait dire. « Suivez-moi. Le cheikh veut vous voir. » Le cœur de Lina s'accéléra. Le cheikh Kamal Al-Farid était l'héritier de l'une des dynasties commerciales les plus riches du Golfe, propriétaire de la moitié de la tour et rarement aperçu par le personnel subalterne. Pour lui, elle n'existait probablement même pas. Dans l'ascenseur de verre qui les propulsait vers le sommet de la tour, Lina sentit le regard des autres employés. Une femme de ménage montant au penthouse? Impossible. Les miroirs de la cabine renvoyaient son image. Cheveux châtains attachés en queue de cheval, uniforme gris à peine à sa taille, et cette expression mi-déterminée, mi-terrifiée, qu'elle connaissait trop bien. « Ne parlez que si on vous le demande », murmura Lefebvre, alors que les portes s'ouvraient sur un hall tapissé de marbre italien. Le bureau du cheikh était un monde à part. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue vertigineuse sur l'horizon futuriste de Dubaï. Des œuvres d'art valant des millions ornèrent les murs, tandis que des meubles en bois précieux créaient une atmosphère d'opulence maîtrisée. L'air était parfumé d'encens subtil et de cuir coûteux. Le cheikh Kamal, vêtu d'une dishdasha blanche immaculée, était nonchalamment installé derrière un vaste bureau en acajou. Sa Rolex scintillait sous les lumières douces. À ses côtés se tenaient 2 assistants en costumes impeccables, leurs regards scrutateurs fixés sur Lina dès son entrée. « C'est elle, la femme de ménage polyglotte ?» demanda Kamal en anglais, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. Lefebvre s'inclina légèrement. « Oui, Excellence, elle prétend parler arabe. » Le cheikh examina Lina comme on observe une curiosité dans un musée. « Vous nettoyez les sols et vous parlez français ?» Il passa ensuite à l'arabe, lançant une feuille dans sa direction. « Traduisez ceci, si vous le pouvez. » Le papier atterrit près de ses chaussures usées. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Lina sentit les regards moqueurs, entendait presque les pensées des hommes présents. Une femme de ménage qui prétend être traductrice? Quelle plaisanterie! Elle se pencha, non pas pour ramasser la feuille, mais pour regarder le cheikh droit dans les yeux. Elle ne parla pas encore, mais son silence portait 1000 ans de dignité.
Et dans ce silence, la température sembla chuter encore davantage. L'un des assistants, un jeune homme au visage sévère, nommé Antoine Durand, détourna le regard, visiblement mal à l'aise face à cette scène. Français d'origine, il travaillait pour le Cher depuis 2 ans et n'avait jamais remis en question la hiérarchie implicite de cet univers doré. Lina se baissa finalement pour ramasser le document. Ses doigts ne tremblaient pas. Le papier contenait un contrat commercial complexe, rempli de termes juridiques et financiers. En le lisant, quelque chose changea dans son regard, non pas de la peur, mais une concentration intense, comme si le reste du monde s'évanouissait autour d'elle. Alors, lança le Cher, son ton mêlant impatience et dérision. « Vous êtes sans voix, n'est-ce pas ?» Lina leva les yeux du document. Dans cet instant fugace, les rôles semblèrent s'inverser. Ce n'était plus une femme de ménage intimidée face au pouvoir, mais une âme inébranlable face à l'arrogance. Ce document, dit-elle en arabe parfait, est un contrat d'investissement pour le développement d'un complexe hôtelier à l'ouest de la ville. Il contient des clauses sur le financement échelonné et les conditions de rupture en cas de force majeure. Le sourire du Cher s'évanouit, remplacé par une expression indéchiffrable. Le silence qui suivit n'était plus empreint de moquerie, mais de stupéfaction. Dans ce bureau luxueux perché au-dessus d'une ville construite sur les contradictions, quelque chose venait de changer. Imperceptiblement peut-être, mais irréversiblement. Et Lina Costa, invisible depuis si longtemps, commençait enfin à apparaître. Née à Recife, au Brésil, Lina avait appris très tôt comment survivre aux tempêtes, non pas celles qui venaient avec la pluie, mais celles qui apportaient des assiettes vides et des portes qui claquent. Sa mère, Isabelle, d'origine française, avait frotté des chambres d'hôtel jusqu'à ce que ses mains se craquellent. Son père, un pêcheur brésilien nommé Miguel, avait disparu avant que Lina n'atteigne ses 8 ans, emporté par l'océan, qui avait toujours été son gagne-pain et qui devint finalement son tombeau. Dans leur minuscule appartement des favelas de Recife, où l'eau s'infiltrait pendant la saison des pluies et où la chaleur étouffante rendait les nuits interminables, Isabelle avait inculqué à sa fille l'amour des langues. « Les mots sont des passeports, ma chérie », murmurait-elle en français, langue de ses ancêtres. « Ils peuvent t'emmener là où tes pieds ne pourront jamais aller. » Avec le sacrifice de sa mère et sa propre ténacité, Lina avait appris le portugais, l'espagnol, le français et l'arabe à partir de manuels usagés, de vieilles radios et de travaux de nettoyage tardifs dans des auberges remplies de voyageurs internationaux. Chaque soir, après des journées épuisantes à l'école puis à aider sa mère, elle s'asseyait près de leur unique fenêtre, écoutant les conversations des touristes dans la rue en contrebas, répétant silencieusement leurs mots comme une prière. Un jour, disait Isabelle en brossant les cheveux de sa fille, tu parleras à des gens importants dans leur propre langue et ils te respecteront pour ça. Son rêve avait été de devenir linguiste. Mais les rêves, apprit-elle, ne payaient pas le loyer. À 20 ans, après que sa mère soit tombée malade d'une pneumonie qui les avait laissés criblés de dettes médicales, Lina prit un emploi de femme de ménage à São Paulo, économisant chaque centime. Les journées commençaient à 4h30 du matin et se terminaient souvent après minuit, son corps douloureux protestant contre le traitement brutal qu'elle lui infligeait. Dans l'immeuble de luxe où elle travaillait, vivait Monsieur Laurent, un expatrié français qui dirigeait une entreprise d'import-export. Un jour, en nettoyant son appartement, Lina renversa accidentellement une pile de livres. En les ramassant, elle se mit instinctivement à lire un passage en français. « Vous parlez français ?» demanda Laurent, apparaissant soudainement à la porte. Rouge d'embarras, Lina acquiesça. « Ma mère était française. » À partir de ce jour, Laurent commença à lui prêter des livres et des journaux. Parfois, il conversait avec elle en français pendant qu'elle nettoyait, l'encourageant à perfectionner son accent. « Tu as un don », lui dit-il un jour. Ne le gaspille pas en frottant des sols toute ta vie. Ce fut Laurent qui lui parla de Dubaï pour la première fois. C'est une ville d'opportunités, surtout pour quelqu'un avec tes compétences linguistiques. Il recherche des gens qui peuvent naviguer entre les cultures. À 26 ans, après avoir économisé pendant 6 longues années,
Elle acheta un billet aller simple pour Dubaï, espérant utiliser ses compétences linguistiques dans une ville d'opportunités. Sa mère, dont la santé s'était détériorée année après année, s'éteignit paisiblement la veille de son départ. « Va briller, Malina !» furent ses derniers mots, prononcés dans le français mélodieux de son enfance. L'arrivée à Dubaï fut un choc brutal. La ville scintillante promettait tout et ne donnait rien facilement. Sans diplôme officiel attestant de ses compétences linguistiques, les portes des entreprises restaient fermées. Les quelques entretiens qu'elle décrocha se soldèrent par des regards condescendants. Sans diplôme universitaire, impossible. Elle finit par frotter des penthouses au lieu de traduire des contrats. Son premier emploi fut dans un petit hôtel du vieux Dubaï, où le propriétaire, M. Badawi, un Libanais à la voix tonitruante mais au cœur généreux, l'embaucha pour nettoyer les chambres. « Tu parles arabe mieux que mes propres enfants », s'étonnait-il. « Pourquoi nettoies-tu des toilettes ?» Lina souriait simplement. « Pour l'instant, monsieur Badawi. »« Juste pour l'instant. » Après 6 mois à l'hôtel, une cliente régulière, Madame Rousseau, une Française qui dirigeait une agence de recrutement, lui parla d'un poste à la tour Al-Hayat. Il cherche du personnel d'entretien. Le salaire est meilleur, et qui sait, dans un tel endroit, les opportunités peuvent surgir quand on s'y attend le moins. Les premiers jours à Al-Hayat furent intimidants. La tour semblait toucher les nuages, ses façades de verre reflétant le soleil comme des milliers de miroirs. À l'intérieur, le luxe était étourdissant, marbre italien, œuvres d'art contemporain, et une armée d'employés en uniforme naviguant comme des ombres discrètes parmi les puissants qui travaillaient là. Malgré tout, Lina restait gentille, envers le vieux portier, M. Rachid, qui l'appelait « ma fille ». Envers Sophie, la cuisinière française de la cafétéria qui lui glissait souvent des restes. Envers elle-même, les nuits où ses rêves faisaient plus mal que ses pieds. Son appartement, qu'elle partageait avec 3 autres femmes de ménage, était minuscule. Un matelas posé à même le sol, une petite étagère remplie de livres usés dans différentes langues et une photo encadrée de sa mère. C'était tout ce qu'elle possédait. Mais dans ce petit espace, elle avait créé un sanctuaire. Parfois, après le travail, elle s'asseyait sur le toit de leur immeuble, seule, récitant de la poésie en français, murmurant des vers que sa mère aimait autrefois. « Si je continue d'apprendre, » disait-elle en regardant les gratte-ciels illuminés, « peut-être que la vie me remarquera un jour. » Et dans son cœur, l'espoir refusait d'être réduit au silence. Un vendredi soir, alors qu'elle nettoyait le couloir menant aux salles de conférence, elle entendit une conversation en arabe entre 2 hommes d'affaires. Ils discutaient d'un contrat important, mentionnant des chiffres astronomiques et des conditions complexes. Lina comprit chaque mot, chaque nuance. Elle s'arrêta un instant, absorbée par la conversation. « Vous comprenez ce que nous disons ?» demanda soudainement l'un des hommes, la surprenant. Lina rougit, embarrassée d'avoir été prise en train d'écouter. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne voulais pas... »« Non, non !» l'interrompit-il avec curiosité. « Vous comprenez l'arabe des affaires ?» Elle hocha la tête, incertaine. « Fascinant !» murmura-t-il avant de reprendre sa conversation. Ce petit moment aurait pu rester insignifiant. Mais dans cette tour où les rumeurs circulaient plus vite que l'air conditionné, l'histoire de la femme de ménage polyglotte atteignit finalement les étages supérieurs. C'est ainsi que, 6 mois après son arrivée, Lina se retrouva convoquée au bureau du cheikh Kamal Al-Farid. La veille de cette convocation, assise sur son matelas usé, elle avait sorti le vieux carnet de sa mère, celui où Isabelle avait noté des traductions, des expressions idiomatiques, des poèmes en plusieurs langues. Ses doigts caressèrent les pages jaunies, s'arrêtant sur une citation de Victor Hugo que sa mère avait soulignée « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. »« Est-ce que mon heure est enfin venue, maman ?» murmura-t-elle dans la pénombre. Le lendemain matin, en enfilant son uniforme gris, elle ne savait pas encore que cette journée allait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Le bureau était trop lumineux, la voix du cheikh trop tranchante. Lina se tenait debout,
le document entre les mains, consciente des regards qui pesaient sur elle comme des pierres. Le cher Kamal l'observait avec une curiosité teintée de mépris, comme on regarderait un animal de cirque censé exécuter un tour improbable. « Alors, s'impatienta-t-il, vous prétendez parler arabe couramment, prouvez-le. » Ses yeux parcoururent rapidement le papier, un document technique en arabe formel rempli de termes d'investissement, de clauses juridiques et d'expressions idiomatiques conçues pour piéger même les traducteurs chevronnés. Son pouls s'accéléra. Elle prit une profonde inspiration et commença à traduire le premier paragraphe. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance à mesure qu'elle avançait dans le texte. Les mots coulaient, précis et nuancés. Mais le cher Kamal l'interrompit d'un geste brusque. « Je vous épargnerai l'embarras, » dit-il en ricanant, se tournant vers son assistant Antoine. « Nous aurions dû appeler un vrai candidat, pas la femme de ménage. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Des personnes à proximité rirent, pas toutes, mais suffisamment. Le visage de Lina s'empourpra, sa gorge se serra. Elle resta figée, non pas de honte, mais sous le poids de 1000 humiliations ressurgissant d'un coup. Des professeurs qui lui avaient dit d'abandonner, des clients qui ignoraient ses salutations, des hommes qui se moquaient de son accent. « Vous pouvez retourner à votre serpillière, mademoiselle », ajouta le cher avec un sourire condescendant. « Les affaires sont pour ceux qui sont nés pour elles. » Antoine, l'assistant français, émit un rire nerveux, évitant son regard. À côté de lui, une jeune femme nommée Claire, assistante administrative récemment arrivée de Paris, baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Lina se pencha, ramassa le papier que le cher avait repris et jeté négligemment sur la table, et sortit silencieusement. Dans les toilettes du personnel, 3 étages plus bas, elle fixa son reflet. Yeux rouges. Une larme unique. « Suis-je vraiment si invisible ?» murmura-t-elle. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme épuisée, aux épaules voûtées par le poids des attentes déçues. Son uniforme gris semblait soudain plus étriqué, comme si l'humiliation l'avait physiquement rétrécie. Puis de son sac, elle sortit un carnet, celui de sa mère. À l'intérieur se trouvaient des traductions qu'elle avait pratiquées pendant des années. Côte à côte, arabe, portugais, français. Les pages usées témoignaient d'années d'études autodidactes, de nuits passées à mémoriser des conjugaisons à la lueur d'une lampe bon marché, de pauses déjeuner consacrées à écouter des émissions de radio arabe sur un vieux téléphone cassé. Soudain, elle se souvint de quelque chose qu'Isabelle lui avait dit un jour en nettoyant des toilettes. « Même s'ils crachent sur ton nom, mon enfant, ta valeur ne leur appartient pas. » Elle essuya son visage. Et quelque chose d'inébranlable s'installa en elle. De retour à son poste, Lina reprit sa serpillière avec une détermination nouvelle. Chaque mouvement, chaque geste était imprégné d'une dignité tranquille que même l'humiliation n'avait pu entamer. « Ça va, Lina ?» demanda Sophie, la cuisinière, en la croisant dans le couloir. Son visage rond et maternel exprimait une inquiétude sincère. « Oui », répondit Lina avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Juste un mauvais moment. » Sophie posa une main sur son épaule. « J'ai entendu ce qui s'est passé là-haut. Ces gens, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. »« Ce n'est rien, » dit Lina, bien que son cœur battait encore d'indignation. « Tu sais, » continua Sophie en baissant la voix, « mon mari Marcel travaille à l'imprimerie au sous-sol. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un document à copier, par exemple. » Elle laissa sa phrase en suspens, avec un clin d'œil complice. Cette nuit-là, Lina ne rentra pas directement chez elle. Au lieu de cela, elle se rendit à la bibliothèque publique de Dubaï, un bâtiment impressionnant dont les heures d'ouverture tardive étaient une bénédiction pour ceux qui, comme elle, travaillaient de longues journées. Elle s'installa à une table isolée, sortit le document qu'elle avait subrepticement emporté grâce à l'aide discrète de Sophie et Marcel et commença à travailler. L'horloge murale égrenait les heures, tandis que Lina s'immergeait dans sa traduction. Le texte était effectivement complexe, un contrat d'investissement pour un nouveau complexe hôtelier rempli de termes juridiques et financiers que même des traducteurs professionnels auraient trouvé difficiles. À ses côtés,
Elle avait disposé plusieurs dictionnaires spécialisés qu'elle avait empruntés, ainsi que son vieux carnet de notes. Ses yeux passaient du document aux références, ses doigts tapant rapidement sur un ordinateur public. « Nous fermons dans 10 minutes, mademoiselle », annonça doucement le bibliothécaire, un homme âgé nommé Monsieur Farid, sans lien avec le puissant Cher. Lina leva les yeux, surprise de constater qu'il était déjà 22h50. « Merci », dit-elle en commençant à rassembler ses affaires. « Vous travaillez sur quelque chose d'important » demanda-t-il avec gentillesse. Elle hésita, puis sourit faiblement. « Sur ma dignité, je crois. » De retour dans son minuscule appartement, alors que ses colocataires dormaient déjà, Lina continua à travailler à la lueur de sa lampe de poche pour ne pas les déranger. Les heures passaient, mais sa détermination ne faiblissait pas. Elle vérifiait chaque terme, annotait les nuances culturelles, ajoutait des explications pour les expressions particulièrement idiomatiques. Ce n'était pas seulement une traduction, c'était une déclaration. À 4h30 du matin, alors que le muezzin appelait à la prière de l'aube, elle termina enfin. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son cœur était léger. Elle avait accompli quelque chose qui dépassait la simple traduction d'un document. Elle avait revendiqué sa valeur. Le lendemain matin, Lina se réveilla après à peine 2 heures de sommeil. Ses membres étaient lourds, mais sa résolution inébranlable. Elle ouvrit son placard exigu et en sortit les seuls vêtements élégants qu'elle possédait, un chemisier blanc propre et un jean soigneusement repassé. Devant le petit miroir ébréché de la salle de bain commune, elle prit soin de son apparence comme jamais auparavant. Ses cheveux, habituellement attachés en queue de cheval fonctionnelle, furent coiffés en un chignon soigné. Elle appliqua même un peu du rouge à lèvres que sa colocataire Yasmine lui avait offert pour son anniversaire et qu'elle n'avait jamais osé porter. « Tu vas où, habillée comme ça ?» demanda Fatima, une autre colocataire, en la croisant dans le couloir étroit. « Récupérer quelque chose qui m'appartient » répondit Lina avec un calme qui la surprit elle-même. Le trajet jusqu'à la tour Al-Hayat lui parut à la fois interminable et trop court. Dans le métro bondé, elle serrait contre elle la pochette contenant sa traduction comme un talisman. En arrivant devant l'imposante tour de verre, elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers les étages supérieurs où se trouvait le bureau du Cher. La veille, elle y était montée en tant que femme de ménage, convoquée par curiosité. Aujourd'hui, elle y retournait en tant que femme déterminée à être vue pour ce qu'elle était vraiment. À l'entrée, le vigile la regarda avec surprise. « Mademoiselle Costa, vous n'êtes pas en uniforme aujourd'hui ?»« Non, Hassan, » dit-elle avec un sourire. « Pas aujourd'hui. » Elle se dirigea vers le bureau de sécurité et tendit un dossier. « C'est pour le Cheikh Al-Farid, » dit-elle en arabe fluide. À l'intérieur se trouvait la traduction complète du document, précise, annotée et élégante. Elle avait travaillé toute la nuit, utilisant de vieux dictionnaires, des forums en ligne et une volonté de faire. Le réceptionniste cligna des yeux. « Vous avez fait tout ça ?» Elle acquiesça. « Je ne peux pas transmettre ça directement, dit-il hésitant. Il faudrait passer par son secrétariat et... »« Je comprends, » l'interrompit doucement Lina. « Pourriez-vous au moins appeler Monsieur Lefebvre? Il saura quoi faire. » 2 heures plus tard, assise sur un banc dans le hall, son cœur battant la chamade à chaque annonce de l'interphone, elle fut rappelée à l'étage. Non pas par Lefebvre, mais par Antoine, l'assistant français qui avait ri la veille. Son visage était indéchiffrable lorsqu'il l'escorta jusqu'au bureau du Cher. « Il a lu votre traduction », dit-il simplement dans l'ascenseur. Puis, après une pause, « C'est impressionnant. » Lina ne répondit pas. Les compliments de ceux qui vous ont humilié la veille sonnent creux. Le Cher Kamal était assis, silencieux, relisant chaque page. Ses doigts traçaient son écriture. Quand il leva les yeux, sa voix avait perdu son arrogance. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il en arabe. « Entre des sols brisés et des rêves brisés, » répondit-elle calmement. « Mais j'ai appris. » La pièce devint silencieuse. « Je vous ai moqué, » dit-il, d'une honnêteté inattendue. « Pourtant, vous répondez par l'excellence. » Elle ne hocha pas la tête, elle ne sourit pas.
Elle se tint simplement droite. À cet instant, Kamal ne voyait pas une femme de ménage. Il voyait quelqu'un qui avait traversé le feu et en avait rapporté la sagesse. Il s'éclaircit la gorge. « Accepteriez-vous de rejoindre notre équipe linguistique, officiellement ?» Lina expira, non pas de soulagement, mais de libération. « Oui, j'accepterai. » Dans le couloir, en sortant du bureau, elle croisa le regard de Sophie qui nettoyait les vitres. Un sourire complice passa entre elles. Parfois, les révolutions commencent avec une serpillière dans une main et un dictionnaire dans l'autre. Et parfois, la justice arrive sans bruit, portée par la dignité silencieuse de ceux que l'on croyait invisibles. Le lendemain matin, la tour Al-Hayat bourdonnait de rumeurs. Un nouveau traducteur serait bientôt rapatrié de Paris, disait-on. Les équipes préparaient déjà un bureau au 32e étage, entre ceux des conseillers juridiques et des analystes financiers. Des meubles haut de gamme avaient été commandés, un ordinateur dernier cri installé. Personne ne remarqua Lina qui arrivait, non pas avec sa serpillière habituelle, mais vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine simple qu'elle avait acheté d'occasion dans une boutique du centre-ville. Elle l'avait retouché elle-même pendant la nuit, après avoir reçu l'appel de la secrétaire du Cher, l'informant de commencer immédiatement. « Je ne vous ai pas reconnue, mademoiselle Costa », dit Hassan, le vigile, en lui tendant un badge visiteur. « Ce n'est pas un badge visiteur qu'il me faut, » répondit-elle doucement. « J'ai rendez-vous avec monsieur Lefebvre. Je commence aujourd'hui comme traductrice. » Le regard ahuri d'Hassan valait tous les discours du monde. À 8h30 précise, Lina attendait devant le bureau de Lefebvre, son cœur battant la chamade sous son nouveau vêtement. Le responsable du personnel arriva avec 10 minutes de retard, son visage trahissant son incrédulité lorsqu'il l'aperçut. « Mademoiselle Costa », dit-il, sa voix oscillant entre la surprise et l'embarras, « le Cher m'a informé de votre promotion. C'est pour le moins inhabituel. » Il la conduisit non pas au 32e étage, mais directement au penthouse. « Le Cher souhaite vous voir avant que vous ne commenciez officiellement. » L'ascenseur gravit les étages en silence. Lefebvre jetait des regards furtifs à Lina, comme s'il tentait de résoudre une énigme particulièrement déroutante. « Comment avez-vous appris l'arabe » demanda-t-il finalement, brisant le silence oppressant. « Ma mère nettoyait dans un hôtel fréquenté par des hommes d'affaires du Moyen-Orient, » répondit simplement Lina. « J'écoutais, j'apprenais. » Lefebvre secoua la tête, visiblement perplexe. « Et le français ?» Ma mère était française. Elle a quitté Marseille pour suivre mon père au Brésil. L'ascenseur s'arrêta avec un tintement discret. Les portes s'ouvrirent sur le même hall luxueux que la veille. Mais aujourd'hui, Lina le traversa d'un pas assuré. Le bureau du Cher semblait différent à la lumière du matin. Les rayons du soleil filtraient à travers les immenses baies vitrées, révélant des détails qu'elle n'avait pas remarqués. Des photographies de famille subtilement disposées, des livres anciens soigneusement rangés, des calligraphies arabes encadrées avec goût. Le cheikh Kamal n'était pas seul. Antoine, son assistant français, se tenait à ses côtés avec un dossier ouvert. Claire, l'assistante administrative, prenait des notes sur une tablette dernier cri. Et étonnamment, un homme âgé que Lina reconnut comme l'un des membres du conseil d'administration était assis dans un fauteuil en cuir, son regard perçant fixé sur elle dès son entrée. « Ah, mademoiselle Costa !» dit le Cher en arabe, se levant pour l'accueillir. Son ton était courtois, presque respectueux, un contraste saisissant avec la condescendance de la veille. « Je vous présente monsieur Beaulieu, notre directeur des opérations internationales. » L'homme âgé se leva, tendant une main ridée. « Alors c'est vous, la jeune femme dont tout le monde parle ce matin, » dit-il en français avec un accent parisien prononcé. Impressionnant, vraiment impressionnant. Lina serra sa main, surprise par la chaleur de son accueil. « Merci, monsieur. J'ai examiné votre traduction, » poursuivit Beaulieu, « et je dois admettre que c'est l'une des meilleures que j'ai vues. Vous avez saisi des nuances que nos traducteurs professionnels manquent souvent. » Le Cher reprit la parole, cette fois en français. « Nous avons un problème, mademoiselle Costa.
Notre équipe linguistique est débordée par un projet majeur, la fusion avec une entreprise française. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne non seulement la langue, mais aussi les subtilités culturelles. Il fit un geste vers Antoine, qui s'avança et lui tendit un épais dossier. Voici les documents préliminaires. Nous avons besoin d'une traduction précise, mais aussi d'annotations sur les implications culturelles potentielles. Lina prit le dossier, sentant son poids, non seulement physique, mais symbolique. C'était sa chance. Une chance que personne n'aurait cru possible il y a encore 24 heures. « Quand souhaitez-vous que ce soit terminé ?» demanda-t-elle, gardant sa voix stable malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. « L'idéal serait demain matin, » répondit le Cher. « Mais étant donné le volume, ce sera prêt, » dit-elle simplement. Un silence étonné suivit sa déclaration. Même Beaulieu haussa les sourcils. « Vous êtes sûr ?» demanda Antoine, incapable de masquer son scepticisme. « C'est plus de 100 pages !» Lina le regarda droit dans les yeux. « J'ai nettoyé cette tour de fond en comble 6 jours par semaine pendant 6 mois, monsieur Durand. Je connais la valeur du travail bien fait. » Antoine rougit légèrement, détournant le regard. Claire s'avança. « Permettez-moi de vous montrer votre bureau, mademoiselle Costa, et de vous présenter à l'équipe. » Le bureau qu'on lui attribua n'était pas au 32e étage comme prévu, mais au même niveau que celui du Cher. Un petit espace élégant avec vue sur la ville. Un ordinateur dernier cri, des dictionnaires spécialisés et même une machine à café expresso personnelle l'attendaient. C'était censé être pour le nouveau directeur de traduction, expliqua Claire en préparant un café pour Lina. Mais le Cher a insisté pour que vous l'ayez. Lina toucha le bureau en bois précieux, sentant sa texture sous ses doigts. Combien de fois l'avait-elle nettoyé, ce même type de bureau, sans jamais imaginer s'asseoir derrière? « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi ce changement soudain ?» Claire hésita, semblant peser ses mots. Le Cher est complexe, arrogant, oui, parfois cruel. Mais il reconnaît l'excellence quand il la voit. « Et ce que vous avez fait ?» Elle secoua la tête avec admiration. Personne n'a jamais osé le défier ainsi. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de rencontres et d'introductions. L'équipe linguistique, composée principalement d'expatriés européens avec des diplômes prestigieux, l'accueillit avec un mélange de curiosité et de réserve. Certains, comme Philippe, un traducteur belge, lui offrirent une aide sincère. D'autres, comme Élise, une interprète suisse, la scrutait avec une méfiance à peine voilée. À midi, alors que la plupart partirent déjeuner dans les restaurants chics des environs, Lina prit l'ascenseur jusqu'à la cafétéria du personnel. Elle repéra immédiatement Sophie, occupée à servir des plats. « Lina !» s'exclama la cuisinière en la voyant approcher. « Mon Dieu, c'est donc vrai! Regarde-toi !» Elles s'étreignirent par-dessus le comptoir, indifférentes au regard surpris. « Marcel a presque eu une crise cardiaque quand il a appris la nouvelle, » rit Sophie. « Il dit que c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans cette tour depuis des années. » Lina sourit, se sentant soudain plus légère. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. »« Bah, c'était 3 photocopies, pas le bout du monde, » répondit Sophie en agitant la main. Puis, baissant la voix, « Tu vas manger avec nous, n'est-ce pas? Pas avec ces snobs d'en haut? Bien sûr que je mange ici, » affirma Lina. « Je sais où sont les vraies personnes. » L'après-midi fut consacré au travail acharné. Lina s'immergea dans les documents de fusion, naviguant entre terminologie juridique française et équivalents arabes, annotant les différences culturelles qui pourraient affecter les négociations. À 22 heures, alors que l'immeuble s'était vidé depuis longtemps, Lina travaillait encore. Le Cher, sortant d'une réunion tardive, s'arrêta devant son bureau, surpris par la lumière qui filtrait sous la porte. Il frappa doucement et entra. Lina leva les yeux de son écran, des cernes visibles sous ses yeux. « Vous êtes encore là », constata-t-il, son ton indéchiffrable. « Le travail doit être fait », répondit-elle simplement. Il s'approcha, examinant les pages annotées étalées sur le bureau. « Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit, vous savez. Votre compétence est établie. » Lina le regarda un moment avant de répondre.
Ce n'est pas pour vous prouver quelque chose que je travaille ainsi, cher Kamal. C'est parce que chaque mot que je traduis est un pas plus loin de la serpillière, un pas plus près de la personne que j'ai toujours su que je pouvais être. Le cher resta silencieux, semblant réellement la voir pour la première fois. « Rentrez chez vous, mademoiselle Costa », dit-il finalement. « Le document sera encore là demain. » Elle secoua la tête. « Je préfère finir. » Il hésita puis acquiesça. « Comme vous voulez. Mais sachez que désormais, dans cette tour, vous n'êtes plus invisible. » Après son départ, Lina resta immobile un long moment, ses mots résonnant dans l'air. Puis elle reprit son travail, chaque mot traduit, devenant une affirmation silencieuse. « Je suis ici. Je suis visible. Je suis. » Les nouvelles se propagèrent rapidement dans la tour Al-Hayat. La femme de ménage, désormais traductrice, marchait aux côtés du cher, pas derrière lui. Les employés observaient avec stupéfaction Lina entrer dans le même ascenseur qu'ils avaient autrefois emprunté seuls, maintenant côte à côte avec l'homme qui l'avait humilié. Une semaine s'était écoulée depuis sa promotion. Une semaine de regards curieux, de chuchotements dans les couloirs, de mains tendues en félicitations, certaines sincères, d'autres calculatrices. Le monde corporatif adaptait rapidement sa mémoire collective, certains prétendant maintenant avoir toujours su que Lina était exceptionnelle. Ce matin-là, dans la salle de conférence principale, Kamal présentait officiellement Lina à l'ensemble du personnel dirigeant. La pièce était comble, directeurs, managers, consultants, tous vêtus de costumes sur mesure et arborant des montres valant plus que le salaire annuel d'un employé ordinaire. « Voici !» annonça-t-il. « Mademoiselle Lina Costa. Son travail a été évalué par nos meilleurs consultants. Elle les a tous surpassés. Je me suis trompé à son sujet. J'ai jugé par l'uniforme, pas par l'esprit. » Les yeux de Lina brillaient, mais sa voix restait ferme. « Je n'ai pas besoin d'applaudissements, » dit-elle en regardant l'assemblée. « Mais j'ai besoin de dire ceci. Derrière chaque uniforme, il y a une histoire. Derrière chaque silence, une force. Je ne suis pas la seule. » La salle resta immobile. Antoine, l'assistant qui avait ri, baissa la tête. Un autre murmura. « Je n'avais aucune idée. » Même Sophie, la cuisinière de la cafétéria, se tenait dans le couloir, pleurant silencieusement, la fierté débordant de sa poitrine. La justice était venue, non pas comme une vengeance, mais comme une vérité prononcée avec grâce. Et Lina ne se vantait pas. Elle rayonnait. Parce que lorsque la dignité revient, elle ne demande jamais la permission. Elle reprend simplement sa place légitime. Mademoiselle Costa dirigera désormais notre nouveau département de traduction culturelle, poursuivit le cher. Elle supervisera non seulement la traduction de documents, mais aussi l'interprétation des nuances culturelles essentielles à nos opérations internationales. Des murmures surpris parcoururent l'Assemblée. Un département entier? Pour une ancienne femme de ménage, Lina elle-même n'avait pas été prévenue de cette décision. Elle maintint son expression sereine, mais son cœur battait à tout rompre. Après la réunion, alors que les cadres se dispersaient, M. Lefebvre s'approcha d'elle. Son expression était indéchiffrable. « Félicitations, mademoiselle Costa », dit-il avec une formalité rigide. « Un parcours remarquable. »« Merci, monsieur Lefebvre », répondit-elle calmement. Il hésita, comme s'il voulait ajouter quelque chose, puis s'éloigna. Claire, qui avait observé l'échange, s'approcha. « Ne t'inquiète pas pour lui », dit-elle en passant au tutoiement pour la première fois. Il a recommandé son neveu pour le poste de traducteur en chef, un garçon de bonne famille avec un master de la Sorbonne, mais qui ne parle arabe qu'avec un accent parisien atroce. Lina sourit légèrement. « Je n'ai pas l'intention de prendre la place de qui que ce soit, Claire, seulement celle que je mérite. Et c'est exactement pourquoi tout le monde parle de toi, » répondit Claire en lui serrant brièvement le bras. « Tu as secoué cette tour comme un tremblement de terre silencieux. » Au déjeuner, Lina se rendit à nouveau à la cafétéria du personnel. Cette fois, une surprise l'attendait. Les tables, habituellement séparées, personnel administratif d'un côté, personnel d'entretien de l'autre, avaient été réunies. Sophie, Marcel, le vieux Rachid et une douzaine d'autres employés l'attendaient.
Surprise! Lancèrent-ils en chœur lorsqu'elle entra. Un petit gâteau fait maison trônait au centre de la table, avec « Félicitations Lina » écrit maladroitement en glaçage coloré. « C'est Yasmine qui l'a fait », expliqua Sophie en désignant une jeune femme de ménage d'origine marocaine. Elle a insisté pour se lever à 5 heures ce matin. Yasmine, timide, baissa les yeux. « Ce n'est pas grand-chose. »« C'est parfait, » dit Lina, émue. Elle se tourna vers le groupe. « Mais pourquoi tout cela ?» Ce fut Rachid qui répondit, sa voix âgée tremblant légèrement. « Parce que tu as fait ce que beaucoup d'entre nous rêvaient de faire, ma fille. Tu as montré que nous sommes plus que nos uniformes. » Marcel, le mari de Sophie, leva son verre de jus de fruits. « À Lina qui a gravi la tour. » Tous trinquèrent joyeusement. La célébration était modeste, comparée aux réceptions luxueuses des étages supérieurs, mais infiniment plus chaleureuse. Alors qu'ils mangeaient, Yasmine s'approcha timidement de Lina. « Est-ce que je pourrais te parler ?» En privé. Intriguée, Lina s'écarta avec elle vers un coin tranquille. Yasmine sortit de sa poche un petit carnet usé. « J'écris des poèmes, » dit-elle, rougissant furieusement. « En arabe et en français. Personne ne le sait. Je pensais... peut-être. Si tu pouvais les lire. » Lina prit le carnet, touchée par cette confiance. « Bien sûr, Yasmine, je serais honorée. »« J'ai toujours voulu étudier la littérature, » continua la jeune femme, les mots se bousculant comme s'ils attendaient depuis longtemps d'être libérés. « J'ai même été acceptée à l'université de Rabat, mais ma famille n'avait pas les moyens. Alors je suis venue ici pour gagner de l'argent, mais les rêves ne meurent pas facilement, » compléta doucement Lina. Yasmine acquiesça, les yeux brillants. « Exactement. » Ce moment fut interrompu par l'arrivée inattendue d'Antoine dans la cafétéria. Son costume impeccable contrastait avec l'environnement modeste. Il semblait mal à l'aise, comme un explorateur en territoire inconnu. « Mademoiselle Costa, dit-il formellement, le Cher demande à vous voir immédiatement. La délégation française est arrivée plus tôt que prévu. » Lina se leva, s'excusant auprès de ses amis. Mais avant de partir, elle serra les mains de Yasmine. « Nous reprendrons cette conversation, c'est promis. » Dans l'ascenseur, Antoine garda le silence, évitant son regard. « Quelque chose ne va pas, monsieur Durand ?» demanda finalement Lina. Il sursauta légèrement. « Non, non, tout va bien. » Encore un silence. Puis, juste avant que les portes ne s'ouvrent, « J'ai ri, » dit-il brusquement. « Quand le Cher vous a humilié, j'ai ri avec les autres. » Lina le regarda, attendant la suite. « Je ne suis pas fier de ça, » continua-t-il, fixant les chiffres lumineux des étages. « J'étais comme les autres, je ne vous voyais pas vraiment. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Les portes s'ouvrirent sur le penthouse. « Maintenant, je me demande combien d'autres personnes je ne vois pas, » répondit-il, avant de sortir. La délégation française était composée de 5 hommes en costume sombre, tous arborant cette assurance particulière que confère le privilège de longue date. Ils se levèrent poliment lorsque Lina entra avec Antoine. « Messieurs, » dit le Cher en français, « permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Costa, notre directrice de traduction culturelle. » Les hommes échangèrent des regards surpris, leurs yeux évaluant rapidement son allure simple, ses chaussures modestes, son absence de bijoux coûteux. « Enchanté, » dit le plus âgé, se présentant comme Monsieur Garnier, PDG du groupe français. « Vous êtes française, mademoiselle Costa ?»« Brésilienne, » répondit-elle avec un sourire poli. « D'origine française par ma mère. »« Fascinant, » murmura-t-il, son ton suggérant qu'il trouvait cela tout sauf fascinant. « Et vous dirigez la traduction pour Al-Hayat depuis longtemps ?» Le Cher s'apprêtait à intervenir, mais Lina le devança. « Depuis exactement 8 jours, monsieur Garnier, » dit-elle calmement. « Avant cela, je nettoyais les sols que vous foulez actuellement. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Garnier cligna des yeux, momentanément déstabilisé. Les autres Français échangèrent des regards incrédules. « Je vous demande pardon, » balbutia finalement Garnier. Le Cher Kamal, loin d'être embarrassé, afficha un sourire inattendu. Mademoiselle Costa a un parcours peu conventionnel.
Mais je vous assure qu'elle est la personne la plus qualifiée pour superviser notre collaboration linguistique et culturelle. J'ai traduit personnellement tous les documents de la fusion, ajouta Lina, y compris les clauses particulières concernant l'adaptation des normes françaises aux exigences des Émirats. Si vous avez des questions spécifiques, je serai heureuse d'y répondre. La réunion se poursuivit, passant progressivement de la surprise à un respect réticent puis sincère à mesure que Lina démontrait sa maîtrise des dossiers et sa compréhension fine des enjeux culturels. 2 heures plus tard, même Garnier hochait la tête avec approbation à ses suggestions. Lorsque la délégation se retira pour déjeuner, le Cher se tourna vers Lina. « Vous auriez pu éviter de mentionner votre ancien poste, dit-il, non pas en réprimande, mais avec curiosité. » Lina secoua la tête. « Je ne cacherai jamais d'où je viens. C'est ce qui m'a faite. Vous êtes remarquable, dit-il après un moment de réflexion. Non, répondit-elle simplement, je suis juste visible maintenant. Ce soir-là, en quittant son bureau, Lina croisa une équipe de nettoyage dans le couloir. L'une des femmes, nouvelles, baissa les yeux en la voyant approcher, s'écartant respectueusement de son chemin. Lina s'arrêta. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle gentiment. La femme leva des yeux surpris. « Fatou, madame. Fatou Diallo. »« D'où venez-vous, Fatou ?»« Du Sénégal, madame. » Lina sourit. « Bienvenue à Al-Hayat, Fatou Diallo du Sénégal. Je m'appelle Lina, et je vous vois. » La confusion sur le visage de Fatou se transforma lentement en un sourire hésitant. Puis doucement, elle se redressa, comme si un poids invisible venait d'être soulevé de ses épaules. La justice avait commencé à se répandre, un regard à la fois. Les semaines passèrent. Lina portait maintenant un badge qui indiquait « Directrice des traductions culturelles ». Son bureau surplombait l'horizon. Elle saluait toujours les agents d'entretien par leur nom. Elle apportait encore le déjeuner à M. Rachid les vendredis. Le soleil de Dubaï se couchait, embrasant le ciel de teintes orangées et pourpres. Depuis le toit terrasse de la tour Al-Hayat, la ville semblait un océan de lumière s'allumant progressivement, comme des étoiles terrestres répondant à celles du ciel. C'était un spectacle que Lina avait souvent admiré en secret quand elle venait ici pour manger son sandwich après ses longues journées de nettoyage. Mais aujourd'hui, elle n'était pas venue clandestinement. Le badge accroché à sa veste lui donnait accès à tous les espaces de la tour. Et elle n'était pas seule. Sophie, Yasmine, Fatou et Marcel l'avaient rejointe, portant un panier rempli de spécialités françaises, marocaines et sénégalaises qu'ils avaient préparées ensemble. Une petite célébration improvisée pour marquer le premier mois de Lina dans ses nouvelles fonctions. « À notre ami qui a brisé le plafond de verre », lança Marcel en levant son verre de thé à la menthe. Ils trinquèrent joyeusement, assis sur des coussins disposés en cercle sur le sol de la terrasse. La vue panoramique qui s'offrait à eux, habituellement réservée aux réceptions d'entreprises et aux visites de dignitaires, leur appartenait pour un soir. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici », murmura Fatou, son regard parcourant l'horizon scintillant. « Quand je nettoyais les bureaux au 20e étage, je me demandais à quoi ressemblait la vue d'en haut. Et maintenant tu le sais, dit doucement Lina. Ce n'est qu'une vue différente du même monde. Peut-être, intervint Yasmine. Mais quelle différence de perspective. Lina sourit, observant ces visages qui étaient devenus si chers à son cœur. Sophie, avec ses joues rondes et son rire contagieux, Marcel, dont les mains calleuses trahissaient des années de travail manuel, Yasmine, dont les yeux brillaient d'intelligence et de rêves inassouvis, Fatou, encore timide mais s'ouvrant progressivement comme une fleur au soleil. « Alors ?» demanda Sophie en servant une portion de tagine. « Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté ?» Lina réfléchit un instant. « C'est étrange. Les mêmes personnes qui m'ignoraient complètement me demandent de maintenant mon avis. Des directeurs qui ne m'auraient pas regardé m'invitent à déjeuner. Et pourtant, encouragea Marcel, et pourtant, je suis toujours la même personne, conclut Lina. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est leur perception de moi. Un silence pensif s'installa, seulement perturbé par le vent doux qui caressait la terrasse.
Tu as lu mes poèmes? Demanda soudain Yasmine, sa voix à peine audible. Lina hocha la tête, sortant le petit carnet de son sac. Ils sont magnifiques, Yasmine. Tu as un vrai don. Le visage de la jeune Marocaine s'illumina. Vraiment? Tu le penses vraiment? J'ai montré celui sur l'olivier à Monsieur Beaulieu, poursuivit Lina. Il a été très impressionné. Il dirige aussi la revue culturelle de l'entreprise et... Tu as fait quoi? L'interrompit Yasmine, les yeux écarquillés. Lina sourit. Il veut publier ton poème dans le prochain numéro, avec ton autorisation, bien sûr. Yasmine porta une main à sa bouche, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, suggéra doucement Lina. Sophie applaudit avec enthousiasme. Notre Yasmine publiée, je savais que tu étais spéciale, ma petite. Fatou, qui était restée silencieuse, prit timidement la parole. Lina, je me demandais, tu crois que je pourrais apprendre l'anglais? J'économise pour des cours, mais c'est encore trop cher et... Je t'apprendrai, répondit immédiatement Lina. Nous pouvons commencer dès la semaine prochaine si tu veux. Le visage de Fatou s'illumina de gratitude. Marcel secoua la tête avec un sourire affectueux. Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? Même maintenant que tu as réussi, tu continues à penser aux autres. Lina regarda au loin, vers l'horizon où les dernières lueurs du jour s'estompaient. Ce n'est pas une question de réussite, Marcel, c'est une question de sens. Sophie posa une main sur son épaule. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette reconnaissance? Lina contempla Dubaï, les lumières, les tours, la ville qu'il avait autrefois ignorée. Je vais continuer à aider les autres à être vus, surtout ceux comme moi qui ont toujours été là, simplement jamais remarqués. Elle fit une pause, tenant le carnet de sa mère qu'elle gardait toujours avec elle. Et peut-être que j'écrirai, pas seulement des traductions, mais des histoires vraies. Tu le fais déjà, dit Sophie en lui servant une tasse de thé à la menthe. Tu vis une histoire que beaucoup raconteront. Alors que la nuit enveloppait complètement la ville, ils restèrent là, partageant nourriture et rêves sous les étoiles. Ce toit, autrefois simplement un refuge solitaire pour Lina, était devenu un espace de possibilités partagées. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, Lina trouva une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une invitation. Le cheikh Kamal la conviait à participer à une conférence internationale sur les échanges culturels et commerciaux entre l'Europe et le Moyen-Orient. Elle y figurait comme intervenante principale, aux côtés d'universitaires et de dirigeants d'entreprises renommés. Avant même qu'elle ne puisse absorber cette nouvelle, Claire frappa à sa porte. « Le cheikh veut te voir », annonça-t-elle. « Apparemment, il a une proposition à te faire. » Dans le bureau du cheikh, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus l'espace intimidant où elle avait été humiliée, mais un lieu de respect mutuel. Kamal se leva à son entrée, lui indiquant un fauteuil confortable. « Mademoiselle Costa, commença-t-il, j'ai une idée qui pourrait vous intéresser. » Il lui présenta son projet. Créer un programme de formation linguistique et culturelle au sein de l'entreprise. Mais pas n'importe quel programme. Un qui ciblerait spécifiquement les employés de tout niveau, en particulier ceux des échelons inférieurs, leur offrant des opportunités de développement professionnel. « Nous avons probablement d'autres talents cachés dans cette tour, » dit-il, avec une humilité qui semblait nouvelle chez lui. « Je voudrais que vous dirigiez ce programme, que vous nous aidiez à les trouver. » Lina le regarda attentivement, cherchant à comprendre sa motivation. « Pourquoi maintenant, cher Kamal ?» Il soutint son regard. « Parce que vous m'avez appris quelque chose que toute ma fortune ne pouvait pas acheter, l'humilité, et peut-être la capacité de voir au-delà des apparences. » Pour la première fois, Lina lui sourit sincèrement. « J'accepte. » Le programme démarra 2 semaines plus tard. Des affiches apparurent dans toute la tour, annonçant des cours de langue, des ateliers d'écriture, des formations en communication interculturelle. Yasmine fut la première à s'inscrire, suivie par une vingtaine d'employés de maintenance, de sécurité et de restauration. Le premier jour, Lina se tenait devant une salle comble. Des visages curieux, certains timides, d'autres déterminés, la regardaient avec espoir. « Bonjour à tous », commença-t-elle en 3 langues,
Arabe, français, anglais. Je m'appelle Lina Costa. Il y a 2 mois, j'étais femme de ménage dans cette tour. Un murmure parcourut l'audience. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que votre uniforme ne définit pas votre potentiel, que votre accent ne limite pas votre intelligence, que votre passé n'enchaîne pas votre avenir. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'émotion monter en elle. Nous allons apprendre ensemble, nous allons grandir ensemble. Et surtout, nous allons nous voir, vraiment nous voir, peut-être pour la première fois. Dans l'assistance, Fatou traduisait discrètement pour 2 nouveaux collègues qui ne comprenaient pas encore bien le français. Yasmine prenait des notes avec concentration. Marcel, qui s'était inscrit au cours d'arabe débutant, souriait largement. À l'arrière de la salle, discrètement entré après le début, se tenait le cher Kamal. Pour une fois, il n'était pas le centre d'attention. Et pour une fois, cela lui convenait parfaitement. Ce soir-là, Lina retourna sur le toit, seule cette fois. Elle sortit le vieux carnet de sa mère et l'ouvrit à une page particulière, où Isabelle avait écrit en français « Ma chère Lina, n'oublie jamais que ta voix compte, que ton histoire mérite d'être racontée, que ta présence change le monde, même quand le monde prétend ne pas te voir. » Elle caressa les mots jaunis par le temps, sentant la présence de sa mère plus fortement que jamais. « J'ai été vue, maman, » murmura-t-elle au vent. « Et maintenant, je vais aider les autres à être vus aussi. » Alors que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel de Dubaï, Lina ferma les yeux. Elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur. Elle l'était devenue. Et dans le calme du crépuscule, son histoire murmurait. Même les invisibles portent la grandeur. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui finalement regarde.